Mais n'y a-t-il d'éducation qu'en termes de comparaison? Est-ce que, à cet égard, le sport ne risque pas d'être un facteur d'inégalité, d'entretenir l'inégalité? Alors si on fait si on fait de la compétition à la valeur suprême, il est bien évident que on fabrique des héros, c'est la fabrique des héros, on fabrique des héros biologiques d'une qualité physique stupéfiante qu'ils payent, mais qui nous représentent, comme on le disait tout à l'heure, et que bien sûr c'est la fabrique de l'inégalité, mais nos écoles aussi sont la fabrique de l'inégalité. Les grandes écoles, alors ça c'est la fabrique des grandes inégalités, et les petites écoles c'est la fabrique aussi des inégalités, c'est la reproduction, c'est-à-dire qu'on peut prédire les résultats scolaires d'un enfant connaissant le portefeuille de ses parents. Donc on a aussi la reproduction des inégalités. Alors on a un discours lénifiant, on va lutter contre les inégalités, mais quand j'ai fait mes études de médecine, il y avait à peu près 11 ou 12% d'enfants de pauvres parmi les étudiants en médecine. Aujourd'hui, on est à 1%, malgré des bourses, malgré des encouragements, malgré des discours tout à fait gentils, mais très coupés, fortement coupés de la réalité. Parce qu'il y a quand même dans le sport, concernant donc ces inégalités, il y a le problème des catégories. On catégorise les gens, non seulement des catégories sexuelles, il y a des catégories de poids, il y a des catégories de taille. Est-ce que là, on n'institue pas de nouvelles discriminations, un nouveau système d'inégalité sous prétexte de compenser les inégalités? Est-ce qu'il n'y a pas des effets pervers, finalement, de ces catégories? Bon, là, il y a évidemment un exemple entre quelqu'un géant et quelqu'un de petit, mais d'une manière générale. Alors, moi, je pense que l'inégalité fait partie du processus du vivant. On le retrouve chez les animaux. Et la transmission à travers les générations de l'inégalité se retrouve aussi chez les animaux. Même chez les goélands, même chez les singes. Quand une femelle est dominante, parce qu'elle a été sécurisée, parce qu'elle a remporté quelques victoires de compétition, parce qu'elle a réussi à intimider des mâles, parce que les femelles, quand elles attaquent les mâles dominants, elles se mettent par 3, 4, 5... J'ai vu 5, 6 macaques qui attaquaient un dominant, et le dominant n'a pas été dominant longtemps. Donc ça fait partie du vivant, du conflit du vivant, donc, et ça se transmet à travers les générations, même chez les singes, même chez les mammifères. C'est-à-dire que quand les petits ont une mère dominante, ils ont une forte probabilité d'être dominants parce qu'ils sont sécurisés. Ils sont à la fois sécurisés et dynamisés. Alors on reprend le même raisonnement pour nos enfants. Si maman, papa sont sécurisants et dynamisants parce qu'ils n'ont pas de soucis sociaux, parce qu'ils habitent dans un quartier où on dort bien, ou pas trop loin de l'école ou de l'université, et ben les gosses feront des réussites intellectuelles bien supérieures à ceux qui doivent faire 2 heures de voiture tous les matins ou de métro tous les matins, et ceux qui vont se coucher à minuit, 1 heure, parce que la télévision va marcher jusqu'à 1 heure du matin. Donc voilà, l'inégalité fait partie du vivant, mais on peut combattre cette inégalité pour laquelle on est ambivalent, hein, parce qu'on milite contre l'égalité, mais on admire les héros, on admire tous ceux qui font des performances intellectuelles ou physiques. Hein. Donc on les admire, même si on milite contre l'inégalité. Alors je pense qu'il y a un moyen de militer contre l'inégalité, c'est de faire des passerelles. On peut être très bien médaille d'or d'un sport à l'âge de 18 ans, et un autre sera médaille d'or d'une grande école à l'âge de 25 ans. À condition, comme le font les Américains, comme le faisaient les Russes aussi, les Russes communistes avant l'effondrement du mur, à condition qu'il y ait des possibilités de rattrapage tout au long de notre vie, parce qu'on peut très bien faire une mauvaise performance à l'âge de la sélection vers 18-20 ans, et le même peut faire une excellente performance 25, 30 ans ou 40 ou 50 ans. Dans l'université du troisième, qu'on appelait avant l'université du troisième âge, j'ai des étudiants qui sont des gens âgés, qui ont pris leur retraite, ils ont une mémoire beaucoup moins vive que les jeunes, ils ont des résultats scolaires bien meilleurs que les jeunes, parce qu'ils sont mieux organisés, parce qu'ils font attention, ils alternent l'effort et le réconfort, et leurs résultats scolaires sont meilleurs, alors que leur mémoire est bien moins vive. Mais cette histoire de catégorie, c'est aussi extrêmement labile, parce que on essaie de compenser un handicap. Oscar Pistorius, par exemple, en lui permettant de courir avec les handicapés, mais en même temps, quand ce handicap compensé par des prothèses lui fait peut-être courir
aussi vite ou peut-être plus vite que les valides, on le lui interdit, ça devient quelque chose d'ambigu. Il y a aussi le cas de cette coureuse, Semenya, qui, femme, homme, femme, ont la difficulté de l'inscrire dans une catégorie sexuelle. Au bout du compte, je crois qu'on a convenu que c'était une femme. Voilà. Bon. En tout cas, ces catégories, ce sont des catégories qui sont fragiles Voilà. et qui sont difficiles à établir, semble-t-il. Parce que quand on commence à penser, on a besoin de catégories binaires. Parce que c'est la pensée facile, c'est la pensée paresseuse. Tout ce qui n'est pas grand est petit, tout ce qui n'est pas gros est maigre, tout ce qui n'est pas homme est femme. Et en vieillissant, on prend un peu d'expérience et on découvre qu'on peut être plus ou moins grand, plus ou moins gros, plus ou moins homme et plus ou moins femme. Or, il y a des tas de préparations naturelles, dont on parlait tout à l'heure, naturelles entre guillemets, comme on en a parlé tout à l'heure, qui montrent que par exemple certaines femelles, c'est volontairement que je dis femelles, ont certaines, au-dessus des glandes, au-dessus des reins, il y a les glandes surrénales qui sécrètent chez les femmes de la testostérone. Et certaines arrivent au monde avec des sécrétant d'une maladie, elles sécrètent plus de testostérone que le taux moyen d'une femelle. Et elles ont donc des deltoïdes énormes, une grosse mâchoire, un comportement qui n'est pas tout à fait le même, et elles font des performances sportives excellentes. Chromosomiquement, c'est des femmes. Sexuellement, génitalement, c'est des femmes. Hormonalement, c'est des hommes. Qu'est-ce qu'on fait? Alors là, les catégories sont nécessaires et abusives. Les catégories sont nécessaires parce qu'elles nous aident à penser au moyen d'un artifice binaire, ce qui n'est pas homme et femme, tranquille. Et puis dans la réalité, on est plus ou moins homme, plus ou moins femme. Si on voulait vraiment être juste, il n'y aurait qu'une seule catégorie, la performance. Et dans ce cas-là, il n'y aurait pas beaucoup de femmes aux Jeux Olympiques. Donc on est obligé de faire des catégories, sachant que ces catégories sont abusives.